Bonjour, je suis Maud Johnson, chercheur en art contemporain. C'est en collaboration avec le New Media Research Art Center que je m'entretiens aujourd'hui avec le collectif d'artistes Les Enfants de Chienne. Bonjour. Dans son essai The Experiential Turn, Dorothea von Antelmann suggère que l'objet, traditionnellement protagoniste au sein de la production de sens, devient un dispositif pour s'engager dans une relation expérimentale avec soi-même et les autres. À ce titre, elle parle de l'expérience comme donnée fondamentale à la production de sens. Ce tournant expérientiel renvoie précisément à la production d'expériences qui marque les pratiques contemporaines, l'expérience étant désormais un médium, voire une méthodologie. Pour Antelmann, ce rapport à l'expérience est intrinsèquement lié au performatif. Cette nouvelle modalité se déploie à la fois dans la chorégraphie, la performance, la médiation, autant de méthodes performatives qui misent sur la relation plutôt que sur l'objet. De son côté, Chris Salter parle de la performance en tant que l'un des paradigmes majeurs du 21e siècle. Il approche la performance au sens d'une méthode et même d'une vision du monde. Évoluant de la renaissance du live, qui a lieu à la fin des années 90, cette attention envers le performatif soutient la prédominance de l'interdisciplinarité qui marque les pratiques actuelles. Au regard de l'apport théorique d'Antelmann et de Salter, notamment, le travail des enfants de chienne apparaît lié à ce phénomène où le performatif est outil pour la production d'expériences. Club d'artistes originaires de Montréal, les enfants de chienne misent sur des actions d'autopromotion et d'infiltration afin de mettre en question la structure du milieu artistique. Ils affirmaient récemment que le succès d'un artiste est essentiellement dû à ses connexions, à sa visibilité et à sa valeur marchande plutôt qu'à son talent. Les stratégies empruntées par le collectif, ou Art Club, entraînent dans leur sillage un flou quant à la distinction traditionnelle entre réalité et performance. Jouant de la sensibilité de telles limites, les enfants de chienne produisent plutôt des expériences qui viennent bousculer les conventions, mettre en lumière les enjeux constitutionnels et approfondir la réflexion sur les rapports variés de la dimension performative. Leur travail est complexe et mérite qu'on s'y attarde plus en détail. J'ai donc avec moi aujourd'hui 5 des membres du club: Chichi, Tibra, Le Baquet, Muffler et OP. La dimension spatio-temporelle de votre travail est indéterminée, bien qu'on se doute que lorsque vous rentrez à la maison le soir, que vous enlevez votre blouson, la performance est terminée. S'il serait facile de la cerner lorsqu'elle se déroule dans l'espace d'exposition ou tout autre espace explicitement associé à l'art visuel, considérez ainsi ces moments par des indices qui viennent ponctuer votre présence. Il est beaucoup plus complexe de démêler le quotidien de la performance lorsque vous performez à l'extérieur de ce type de lieu. À certains égards, on pourrait parler d'un projet ongoing, toujours en cours, sans qu'il s'agisse nécessairement d'une performance au sens traditionnel du terme. Vous performez véritablement au quotidien, n'est-ce pas? Qu'en est-il lorsque vous vous retrouvez dans un bar, lors de vos réunions professionnelles? Est-ce véritablement une performance qui connaît un début et une fin? Ou n'est-ce pas plutôt un projet performatif qui connaît simplement plusieurs moments? Les enfants de chienne, c'est de l'art total. Votre matériel principal, c'est vous-même, votre attitude, ce qui m'amène à réfléchir au moment où la performance commence et s'arrête. Alors que vous n'offrez pas de spectacle tel qu'on pourrait le définir de manière conventionnelle, au sens où il y a un début et une fin bien définis, mais que vous offrez une performance très explicite et soutenue, l'indice permettant de déterminer le moment où la performance est en cours serait... Quand tu vois ça. En jouant avec l'attitude décomplexée, ne faites-vous pas glisser le mythe entourant la figure de l'artiste vers une forme de réalité crue surperformée? Par exemple, vous parlez souvent d'argent dans vos performances, même si on pourrait penser qu'il s'agit encore d'un sujet tabou dans le milieu. Un peu comme si le travail des artistes devait être complètement détaché de la question financière, tandis que le concept du travail en soi réfère directement à celui-ci, dans la forme capitaliste qu'on lui connaît. Lorsque vous vous vantez de faire une passe d'argent, ou quand vous vous insurgez publiquement de ne pas en faire assez, vous soulevez nécessairement un enjeu crucial et un paradoxe du monde de l'art, n'est-ce pas? Ouais. Certaines personnes diront que vous faites de l'art engagé, que vous représentez une nouvelle vague d'artistes décomplexés qui cherchent à avoir plus d'indépendance face aux structures déjà établies. Le succès et le self-made sont abordés dans votre pratique. D'un autre côté, vous êtes les vrais rockstars de l'art contemporain à Montréal. Est-ce qu'on peut être rocker, faire la fête, profiter autant de l'alcool gratuit des vernissages, de la moindre opportunité de visibilité, tout en étant engagé? Parlons-nous d'une critique ouverte? Ça dépend qu'est-ce qui est le plus payant. Parlant de figure de l'artiste et de sa réalité,
Nous l'avons tous compris à travers l'histoire de l'art que le nom de l'artiste est central, qu'il joue un rôle clé au sein de la carrière de celui-ci. Tout repose sur la renommée de l'appellation. Dans ce sens, l'attitude vedette, rockstar, que vous introduisez dans vos actions ne serait-elle pas la représentation même de ce phénomène que nous retrouvons actuellement avec des cas tels que Marina Abramovic ou Jeff Koons? Ces artistes sont à la fois très contestés, mais également les plus connus et prospères, les plus en demande dans le marché de l'art. Ben ouais. Le public a les artistes qui méritent. Quand on dit rockstar, on pense aussitôt à la débauche, backstage, au party. Ouais, ben nous autres, c'est ça qui nous intéresse, c'est le backstage de l'art contemporain. Oui, c'est clair que vous amenez un esprit de fête au vernissage dans lequel vous faites des apparitions imprévues et auxquelles vous n'êtes souvent même pas invités. Vous incitez notamment les spectateurs, spectatrices et les directeurs, directrices de galeries à jouer avec vous à des jeux d'alcool. Dans ces moments-là, votre attitude crée une ambiguïté contextuelle qui semble interrompre temporairement la cohésion sociale. Tel que souligné par Marie Fraser dans l'ouvrage « Que la fête commence, procession, parade et autres formes de célébration collective en art actuel », comme l'ont montré les études fondatrices de l'historien Michael Bakhtin, la fête est une sorte d'affranchissement et d'abolition provisoire de tous les rapports hiérarchiques, les privilèges, règles et tabous. L'auteur souligne également que pendant ce moment éphémère, le quotidien ou le conventionnel est mis de côté de sorte à ce qu'une conscience plus libre semble prendre le dessus. Vous utilisez parfaitement ce phénomène pour non seulement vous faire des contacts intéressants, mais aussi pour souligner l'importance de cette liberté d'échange entre les différents acteurs du monde de l'art, spectateurs, artistes, commissaires. C'est quand même étonnant d'entremêler le musée et la fête. Foucault lui-même a utilisé cet exemple de contradiction comme étant des hétérotopies liées dans le temps, dans ce qu'il y a de plus futile, de plus passager, de plus précaire. Ah oui, je sais. L'abus d'alcool fait partie intégrante de votre travail. Dans un sens, on pourrait parler ici d'une représentation d'un mode de vie marginal et hors la loi, mais aussi d'une manière de référer à la structure sociale du monde de l'art qui se construit autour des vernissages, des expositions, des événements où la consommation de breuvages alcoolisés est au cœur de la cohésion entre les acteurs du milieu. Les vernissages, les after-parties, sont tous des lieux où l'écosystème se rencontre, échange, crée des liens. Bref, fait son réseautage. And welcome to the jungle, baby. That's it. Les réactions des spectateurs et spectatrices devant vos performances peuvent être surprenantes. La limite entre l'art et la réalité devient tellement floue dans vos mises en scène que certaines personnes ont déjà réagi violemment à votre présence, comme si vous étiez un danger pour leur événement ou leur personne puisque vous vous affichez comme bum. Même la police vous a déjà photographié et questionné par méfiance face à votre apparence. Ne serait-ce pas une preuve que votre art en est un nouveau, encore mal compris par vos contemporains? La culture actuelle ne serait peut-être pas encore bien apte à décortiquer les codes et les stratégies créatives que vous employez. Rappelons l'exemple de la sortie en 1895 du film « L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat des Frères Lumière », en se souvenant que les spectateurs ont reculé et se sont même enfuis en voyant le train arriver directement sur eux. Dans un sens, vous êtes une extension de ce train qui fonce à toute allure sur le public, prisonnier de la salle de présentation, en l'occurrence ici la galerie. Conscients ou non, volontaires ou dégoûtés, les gens présents aux événements que vous côtoyez subissent vos performances. Vous vous exposez où bon vous semble, quand bon vous semble. C'est une prise de pouvoir assez importante pour des artistes, hein? Ouais, ben l'affaire du train, j'ai pas trop compris ce que tu veux dire, là, mais quand le monde il nous voit la face, il catch que c'est de l'art. Dans la foulée de la contribution de Claire Bishop à la réflexion autour de la problématique d'un art relationnel tel que théorisé par Nicolas Bourriaud, les questions abondent quant à votre potentiel relationnel. Il semble d'abord que la relation soit au cœur de votre travail. Vous souhaitez créer des liens avec le milieu, de manière à vous faire légitimer et à obtenir une reconnaissance. Vous produisez une situation plutôt qu'une œuvre en soi, dans laquelle le public est participant et même coproducteur. Le résultat est donc l'exposition d'une dimension performative et non celle d'un objet, ce qui va à l'encontre de la production traditionnelle capitaliste. Or, si l'on évalue tout cela d'un œil analytique, des contradictions apparaissent rapidement. L'attitude que vous entretenez contribue à renforcer le paradoxe, établir une relation sans médiation. Vous rejetez en quelque sorte le caractère visuel de l'art tout en misant sur une esthétique explicite, cohérente. Vous ne donnez aucune explication de vos actions lorsqu'elles se déroulent, ni ne faites de suivi après coup.
D'autre part, vous prenez part de manière consciente à l'économie du monde de l'art. Vous souhaitez être institutionnalisé et vous vous positionnez en faveur d'un mode de fonctionnement capitaliste, du moins selon votre discours, en critiquant tout cela en amont. Pourriez-vous m'en dire plus sur votre rapport paradoxal au relationnel? En quoi diriez-vous qu'il s'agit d'une critique au final? Je vais passer à la prochaine question. Si j'ai bien compris, dans votre pratique, l'appareil médiatique constitue un matériel à part entière. Comment définiriez-vous votre utilisation des médias dits traditionnels vis-à-vis des nouveaux médias? Serait-il juste d'affirmer que les médias traditionnels sont plus souvent soumis au caractère infiltrant de votre démarche, tandis que les médias sociaux servent plutôt de levier vous permettant d'établir un contrôle quasi totalitaire sur la perception que le public entretient sur votre organisation? Ah ouais, ça, on est vraiment Internet, là. Tu relaqué notre Facebook. lesenfantsdechaîne.com. Cela m'amène à réfléchir au point central de votre démarche, la visibilité. Toute la structure de votre projet repose sur cette recherche de visibilité nécessaire à la carrière de l'artiste. Par exemple, votre présence constante dans les événements artistiques, vos apparitions dans les médias TV et web, comme avec votre infiltration du site web Galerie, ainsi que vos actions d'affichage massif dans les rues de Montréal. Et on peut dire que ça marche. Au cours des années, les médias se sont intéressés à vous. Vous avez eu de nombreuses entrevues, radio et télé. Il n'en demeure pas moins qu'une sorte de déception se crée plus on s'intéresse à vos œuvres, et je pense que vous jouez justement avec ce sentiment. Ce qui est particulier avec votre démarche, c'est que la promotion est en fait l'œuvre en soi. Cela crée beaucoup de confusion dans la réaction du public. Une fois que vous avez eu leur attention avec votre autopromotion tape à l'œil, certaines personnes voudraient voir vos œuvres plus concrètes. Elles sont parfois insatisfaites en s'apercevant que votre production ne s'en tient qu'à la visibilité. Êtes-vous d'accord avec Guy Debord, qui dénonce le spectacle intégral, qui transforme le citoyen en spectateur, en homme méprisable? Ou encore avec Marcel Duchamp, qui déplore qu'au lieu de forcer le public à venir jusqu'à l'œuvre, on va quémander son accord. Il va même jusqu'à dire « L'ennui avec l'art, c'est cette nécessité de mettre le public de son côté. Le public médiocratise tout. L'art n'a rien à voir avec la démocratie. » Que pensez-vous de votre coefficient de visibilité? Il est bon. Cette déception fait directement référence à la proposition d'un art déceptuel par l'auteur Stephen Wright à propos de la 15e Biennale de Paris sur l'art invisuel. Vos actions engendrent de l'invisuel, donc votre production n'engendre aucune jouissance esthétique. Le spectateur, le public, doit se satisfaire d'un art temporaire et immatériel. Wright parle d'une forme involontaire d'art conceptuel et mentionne l'inaccessibilité qui y est associée, d'où la déception. C'est pourquoi nous pouvons parler ici d'un art déceptuel, pour reprendre son expression. Croyez-vous le public prêt pour ce type d'art? Ne croyez-vous pas que ce type d'art est élitiste au point d'avoir définitivement aliéné tout public? Anyway, à base, l'art contemporain, c'est plate pour tout le monde. L'union fait la force. L'idée de mettre en lumière le concept de gang plutôt que le collectif vient de votre envie d'ériger un pont conceptuel entre l'illicite et le monde de l'art. Quand on vous voit interagir en galerie, soit lorsque vous faites des caucus entre membres du club pour planifier votre prochaine action, ou lorsque vous vous placez à l'entrée des musées pour estamper votre logo sur la main des personnes qui entrent, comme si vous étiez en charge de la sécurité des lieux, on comprend que vous pointez ici l'hermétisme, l'aspect sélectif du milieu. Vous semblez suggérer ici que le milieu de l'art, chaque galerie, collectif, association d'artistes, serait en quelque sorte également un gang, sans nécessairement l'affirmer, avec leur propre code, leur propre couleur. Avec l'idée du gang vient l'idée de la compétition, du profit. Mais qu'est-ce que ces gangs se disputent? Un territoire? De l'argent? En sachant qu'avec le système de bourse établi par le calque, ce dernier met les artistes en compétition. Qui aura un salaire cette année? La plus grosse part du marché? La violence ici ne se traduirait pas en cassage de jambes, mais bien en valorisation-exclusion d'artistes au sein d'un même système fermé. Ah, c'est comme tu dis, là, on est tous là pour la même affaire. Oh oui. Que pensez-vous de la répétition de chacune de vos actions de visibilité? N'est-elle pas redondante ou abusive? Eh non, c'est notre signature, ça. Dans un contexte post-studio où une variété infinie d'espaces de création prend forme, il serait intéressant de s'interroger sur les sites de production artistique qui marquent votre travail.
Dans cette optique, l'espace d'exposition devient tout à la fois site de production et site de présentation, où l'œuvre, si elle est créée à même cet espace, y est présentée simultanément. La question du post-studio mène également à réévaluer le potentiel critique d'une telle condition. Certains ont reproché à leur post-studio une relation trop serrée à l'institution, qui devenait logiquement le nouveau site de production. En ce sens, le studio permettrait une distance bienvenue. Or, on parle désormais de post-studio, un paradigme où la valeur et l'autorité résident davantage dans les concepts d'information que d'objets et de circulation que de sites, et qu'on assiste à une certaine désincarnation des projets artistiques. Comment pensez-vous le lieu de création? Quelle est la place qu'il occupe au sein de votre pratique? Est-ce que cette idée de post-studio vous apparaît juste selon votre approche? Ah, c'est trop compliqué, tu comprendrais pas. Donc, c'est ce qui conclut notre entretien avec le collectif d'artistes Les Enfants de Chienne. Merci beaucoup, Les Enfants de Chienne.